body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'érudition. L'érudition, c'est ma passion, on va le dire. C'est toujours sur CK3 et aujourd'hui, on reçoit encore une fois un invité de marque, un invité exceptionnel. Bonjour à toi, Ingor. Bonjour Souda, bonjour à tous. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des intérêts. L'intérêt médecine avec un bonus de vie, de santé, c'est pas trop mal. Surtout quand vous êtes faible ou en fin de vie, quand vous switchez sur Starb, j'aime bien. L'intérêt savoir, je ne l'ai jamais pris malgré la croissance du développement. Je pense qu'Ingor va me taper dans très peu de temps sur les doigts. Et vous avez théologie. Moi, je suis un fan de la piété, donc j'ai souvent tendance à le prendre, même si, bien sûr, il y a 2 éruditions de moins. Ingor, je te laisse commenter ça. Oui, alors tu l'as bien dit, la question de la santé, elle est centrale, elle sera centrale sur l'arbre, le corps tout entier. On a touché un tout petit peu là-dessus. Votre santé, vous avez envie de la garder la plus haute possible, le plus longtemps possible. Donc ça va être un trait qui va pouvoir compenser une maladie, quelque chose en fin de vie, mais on va y revenir au moment où on fera l'arbre. Vous voudriez avoir tous les bonus de santé le plus tôt possible. Donc, à côté de ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en balance? Vous avez l'intérêt savoir. Beaucoup d'érudition, oui. Le développement, si vous n'êtes pas en train d'essayer de pousser votre développement, c'est peu utile, même si je considère que c'est vraiment une stat forte, on en a déjà parlé dans l'arbre intendance. La piété, si vous êtes en recherche de changer votre religion, de vous convertir à une autre religion, piété 1 par mois, c'est très fort, l'intérêt théologie est très fort. On va en reparler, bien entendu. Le corps tout entier, études anatomiques. Les médecins de la cour coûtent moins cher à embaucher. Leur traitement donne de meilleurs résultats. Moi, j'aime bien si il y a une maladie qui va arriver. Si vous êtes un combattant qui va aller chercher à droite et à gauche, d'avoir un médecin de la cour qui est fort, en sachant qu'en les embauchant, moi, j'ai tendance à les embaucher directement dans ma cour, les récupérer comme ça. Globalement, de toute façon, c'est une entrée. Hein. Si on va aller chercher connaissance du corps, on va être obligé de le prendre. Mais je pense que je l'ai jamais fait, aller chercher juste ce trait pour avoir ce trait-là. Non, c'est bien résumé. On ira toujours chercher, je pense, études anatomiques plus probablement retenues comme tu avais conseillé. Exactement. Pour pouvoir embrasser le célibat. Le médecin de la cour, c'est vraiment une position centrale. J'ai tendance à dire que le coûte moins cher à embaucher, ça vous fait, à part en tout début de partie, vous avez peu d'argent, vous avez quand même envie d'avoir le très bon médecin de la cour, donc vous allez le payer quand même. Les meilleurs traitements, par contre, je pense que ça sera retouché dans le futur, parce que des expériences qu'on a eues, toi et moi, on a quand même vu que c'est rare d'avoir des traitements qui tournent mal, à part si on le veut. Ouais, et donc on n'ira pas chercher ce trait-là si on le veut. Voilà. Je veux tout de suite partir sur retenue. T'en as parlé, on en a parlé dans d'autres vidéos. 2 choses que je veux ajouter, que j'avais pas dit avant. Le trait retenu, il est bien pour embrasser le célibat. Donc, nouveau joueur, vous pouvez mettre cette décision si vous n'arrivez pas à gérer votre nombre d'enfants. Donc, vous allez faire tout le contraire d'Ingor, qui met de la fécondité partout et qui cherche que des féconds. Vous allez uniquement embrasser le célibat, et c'est le 2e point que je vais aborder, si vous n'avez pas fait de banquet. Parce que si vous faites des banquets, vous chopez potentiellement le trait festif, et le festif, quand vous l'avez, vous ne pouvez pas embrasser le célibat. Moi, j'ai tendance dans toutes mes parties à balancer une chasse, donc ça c'est dans les décisions, mais aussi un banquet, ce qui fait qu'en fait on se retrouve dans une situation où embrasser le célibat devient nul. Et on s'aperçoit, et c'est une réflexion qu'on a beaucoup eue sur Discord, et qu'on a beaucoup eu Ingor quand on a atteint les 100, 150 heures de jeu, c'est que on n'a plus de problème de descendance. On sait gérer. Et maintenant, on a les vidéos de Souda pour gérer les descendances. Donc, on n'a plus besoin d'embrasser le célibat. Donc, ça devient... Nouveau joueur, allez chercher retenue. Pas nouveau joueur, arrêtez avec retenue, vous êtes bon. Oui, alors je rajouterais à ça que même si vous n'organisez pas de festin, mais que vous rejoignez les festins de vos vassaux auxquels ils vous invitent, vous pouvez quand même gagner les traits de fessoyeur, et donc ne plus pouvoir embrasser le célibat. Moi, je pense
c'est très dommage que ce soit comme ça bloqué une fois que vous êtes festoyeur, et je pense que ce sera patché. Pour moi, il faut quand même pouvoir embrasser le célibat, qui est un peu, on le voit dans ces arbres d'érudition, des choses un peu religieuses. Voilà, on devrait pouvoir faire pénitence et quand même embrasser le célibat, quitte à ce que ça soit stressant. On a des systèmes dans le jeu qui nous permettraient de mettre ça en œuvre. Je pense que ça viendra à terme. Ou d'autres debuffs, exactement. Voilà, parce que c'est trop dommage de perdre complètement un atout. Pour le coup, on ne peut plus l'utiliser si on est festoyeur et qu'on a fait des festins. C'est trop dommage. Alors, en dessous, on a connais-toi toi-même. C'est très publicité par les joueurs d'une manière générale. Je comprends pourquoi. Avoir un petit pop-up qui vous dit dans un an vous allez mourir, c'est quand même très très fort. Nombreux sont ceux qui ne jouent pas en Iron Man et qui ont déjà rechargé des parties pour pouvoir gérer la mort de leur personnage. On ne vous blâme pas. Voilà, c'est une des premières choses qu'on fait quand on joue à Crusader Kings. Mais là, en fait, les développeurs avaient expliqué comment ils géraient ça. Ils rajoutent, au moment où votre personnage devrait mourir, et ben en fait, ça décale d'1 an. Voilà, donc vous avez 1 an de vie supplémentaire pour potentiellement déshériter des enfants, pour emprisonner des prisonniers pour préparer la redoutabilité de celui d'après. Je l'ai fait, hein, donc. Voilà, emprisonner des vassaux qui pourraient poser des problèmes à vos enfants. Voilà, ça c'est très fort. Ça va être 1 an de bordel, hein, on peut le dire littéralement. Voilà. On va partir sur insouciant, gain de stress moins 20%. Ça, je sais que en début de jeu, t'étais un peu attaché à ce trait-là. Moi, j'ai pas du tout de problème de stress. J'aime même particulièrement le stress dans le jeu. Ça vous permet de temporiser un peu, surtout si vous avez des traits qui génèrent beaucoup de stress. Si vous avez... Oui, pardon, je te coupe. Vas-y. Si on a un trait de caractère, on en a parlé un peu dans l'arbre intrigue, qui vous ruine parce que vous êtes timide, mais vous avez quand même avoir besoin d'améliorer les relations avec vos vassaux via le complot personnel. Tu vas m'aider sur le nom. Non, tu vas pas m'aider sur le nom. Sur le complot influencé. Exact. Ça vous donne du stress. Timide, mais vous allez quand même devoir le faire. Donc avoir moins de stress, moins de gains de stress, oui, c'était une bonne chose. On en a parlé aussi sur l'arbre diplomatie en fonction du nombre d'amis. Enfin voilà, c'est quelque chose de fort. Le temps entre les effondrements mentaux sur résilience mentale, ça va moins parler aux gens. Alors ça, c'est pour les grands stressés, on va dire. Voilà, donc tu l'as dit, c'est des choses que j'ai rencontrées dans le jeu, bien sûr. L'effondrement mental, ça se produit quand votre personnage est stressé. Alors, tout le type vous l'explique un petit peu. En fait, si vous êtes à un niveau de stress supérieur à 0, donc à partir de 1, et que vous restez à ce niveau de 1, vous allez souffrir d'un effondrement mental tous les X années. Je crois que de base, c'est 5 ans. Et ça vous donne potentiellement des chances de gagner un trait qui vous permet de réduire le stress. On va pas spoiler toutes les décisions, mais potentiellement, on l'avait vu dans le stream des développeurs, vous pouvez gagner le trait qui vous donne l'envie particulière d'aller souvent au bordel, et voilà. Vous avez le trait qui vous permet d'aller courir et d'être athlétique. Il y a des choses. Celui-là, il reste rare, mais il est bon. C'est un des rares traits qui est bon, en fait. Il y a des traits qui peuvent être bons, que vous pouvez trouver dans les effondrements mentaux. Il y a plutôt des mauvais traits, voire des très mauvais, voire des moments où vous pouvez... on va pas tout raconter, mais vous convertir à d'autres religions. Enfin voilà, il y a des choses particulières. Lavez-vous les mains et santé de fer. On est sur des choses qui ont trait au... on veut réduire l'impact des maladies. Concrètement, la maladie, si vous avez un bon soignant, un bon médecin de la cour, normalement vous devez pouvoir vous en débarrasser assez facilement. C'est vrai qu'une grosse épidémie à votre cour, c'est toujours désagréable. On l'a vu notamment avec le comte Eudes, hein, plusieurs fois dans plusieurs parties différentes, avec la peste, etc. Résistance à la maladie, fécondité, si je me trompe pas, c'est transmission des maladies via les rapports. Ça peut être pas mal.
Alors Euh, pour moi, alors j'ai pas fait des tests en détail sur santé de fer, mais c'est en gros certaines maladies impactent votre fécondité tout simplement, vous donnent un gros malus à la fécondité, exact. et donc bah, ça vous permet de la contrer un petit peu et d'espérer quand même faire un enfant alors que vous êtes en train de mourir d'une maladie, même si on préférait pouvoir s'en débarrasser. Exactement. Vous avez le trait ensuite très très fort de en bonne santé, Qui rajoute hein, un bonus moyen. voilà, et derrière, le connaissance du corps qui fait pareil. Enfin, qui rajoute aussi fécondité et gain de stress moins 20%. Donc c'est intéressant, parce que sur cet arbre-là, vous avez insouciant plus connaissance du corps, ça vous fait un moins 40% de gain de stress. C'est beaucoup. Sur C'est un arbre, beaucoup. c'est beaucoup. Il n'y a que l'arbre diplomatie qu'on avait vu qui vous permet de gagner plus, voire autant, mais on est vraiment sur quelque chose qui protège votre personnage, en Ah, fait, sur cet exactement. arbre, Et le ça corps tout durerait. entier. Voilà. Et ça, c'est un tips important. Si vous devez aller le chercher, vous savez que vous avez besoin de vivre vieux dans votre vie, allez le chercher en début de vie. Exactement. Parce que votre santé décline potentiellement tous les mois. Et donc plus elle est haute, Et moins elle décline vite. voilà. Voilà. C'est Ça a du moins sens. intéressant d'aller chercher cet arbre-là à 70 ans. Ouais, exactement. Il faut plutôt aller le chercher en début. On l'a vu, hein, on le répète, comme on le répète à chaque vidéo, on choisit son mode de vie généralement en fonction de ses traits, mais surtout du bonus de vitesse d'expérience que vous avez en fonction de votre éducation. On va tout de suite partir sur le trait érudit, Mhm. sur l'arbre. Érudit, excusez-moi, dans la pédagogie, vos pupilles peuvent obtenir des aptitudes supplémentaires et peuvent devenir vos amis. Moi, personnellement, j'adore ça. Pourquoi ? Parce que ça vous permet déjà de prendre des pupilles, si possible, donc dans d'autres parties du monde, pas seulement vos enfants, et avoir des amis, donc des relations un peu partout en Europe, mais eux aussi, ils peuvent obtenir des aptitudes supplémentaires. Donc pour vos enfants, ça rajoute des bonus. Et on le sait, l'éducation, c'est quand même, je ne sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, mais c'est quand même quelque chose qui est énorme, l'éducation. C'est ce qui va fonder votre prochain personnage de jeu et potentiellement votre prochaine façon de jouer à votre mort. Mhm. Euh, les aptitudes supplémentaires, ça va être, vous allez avoir un petit pop-up sur l'écran de droite, pas tout en haut, mais sur la droite, là où il y a les petites notifications, un voisin est en guerre, des choses comme ça, et ben de temps en temps, vous verrez pédagogie, votre élève a gagné un point de stade dans tel stade. Donc oui, c'est un petit événement qui peut apparaître plusieurs fois dans le courant de l'éducation de votre enfant éduqué. Et par contre, attention, c'est bien l'enfant que vous éduquez vous-même. Ouais, ouais. Soyons bien C'est votre vigilants à pupille. ça. Oui, bien sûr. C'est votre pupille. Ou vos, Tout parce à qu'on fait. peut en avoir plusieurs. En avoir deux, tout à fait. Donc là, vous avez ça. Eh ben, évidemment, vous attachez à éduquer vos deux enfants principaux. Autant que possible, vous éduquez vos enfants, bien sûr. Surtout s'ils peuvent devenir vos amis. Moins de chances qu'ils complotent contre vous. Potentiellement, un conseiller au conseil qui pourrait être très utile parce qu'un Il est conseiller ami. qui est votre ami, eh ben, il est plus efficace à ses tâches. Donc voilà, globalement, c'est un très bon trait, tu l'as dit. Et j'ai eu la chance plusieurs fois d'avoir un de mes fils au conseil en tant que maréchal. Ah, petite anecdote personnelle. Ah mais c'est très bien parce que derrière ces tâches vont être remplies plus vite, il va augmenter le contrôle plus vite, il va augmenter vos levées de manière plus importante. Non, non, avoir des gens au conseil Qui sont qui sont amis. vos amis, voire meilleurs amis, event rare mais qui arrive, c'est beaucoup d'efficacité en plus. Ouverture Ouvert d'esprit d'esprit. ensuite. Oui. Vas-y. Alors, ouvert d'esprit, c'est probablement un des traits les plus forts de cet arbre et on ne s'en rend pas vraiment compte. Quand vous êtes dirigeant d'un empire ou d'un royaume multiculturel, et c'est assez rare de réussir à avoir tous ces vassaux de la même culture, à moins que vous soyez très très rigoureux là-dessus, que vous ne preniez que des gens de votre culture pour leur donner des terres, c'est possible, vous avez le droit. Je trouve qu'une des spécificités du jeu, c'est aussi d'essayer de gérer ça, les différentes cultures, les différentes religions parfois d'un Exactement. empire. C'est intéressant, ça fait partie de ces cas. Et Et de puis c'était l'histoire. rare. Et de l'histoire, c'était rarement le cas, tu en sais plus que moi, c'était rarement le cas au Moyen-Âge que d'avoir la même culture partout. Ouais. Donc, de base, quand vous avez un vassal qui n'est pas, alors attention, c'est un petit peu compliqué, mais il y a les histoires de groupes culturels et de cultures complètement différentes. Par exemple, la culture franque, elle a plusieurs cultures. Il y a la culture Exact. occitane et la culture française, enfin Exactement. voilà. Donc quelqu'un qui est juste à côté de vous, il a un -5 d'opinion. Par contre, quelqu'un qui vient complètement d'une autre région du monde, il est un -15. Et donc ce que fait cet atout est extraordinaire, il fait qu'il retire complètement ce -5 ou ce -15, donc il n'existe plus,
et derrière, il vous redonne un plus 15 d'opinion avec la personne. Donc quelqu'un C'est un plus qui est 30, quoi. c'est un plus 30 avec quelqu'un qui n'était pas du tout de votre groupe culturel. C'est vraiment énorme pour un point dont on ne dirait pas qu'il est si fort. Et qu'est-ce que ça vous permet sur le terrain? Bah, ça vous permet d'éviter des guerres inutiles, de fonder des alliances, de pouvoir avoir une meilleure diplomatie avec ces dirigeants qui sont donc à l'extérieur. Comme le dit Ingor, c'est un trait qui est et c'est d'ailleurs un peu la particularité de ces cas, on peut le dire. Hein. Beaucoup de petites choses, de petits outils, ça on l'avait vu dans pas mal de commentaires hein, sur YouTube, de petites choses qu'il faut saisir, qu'il faut comprendre, qu'il faut décoder, on va dire. On va partir sur Apostat, opinion. Alors moi ça j'adore parce que j'adore la religion dans ces cas. Hein. Coût de la conversion de la foi moins 75%. Ça c'est surtout ton point, mais on va y revenir. Si vous voulez vous changer de foi en fonction de tout un tas de choses, il y a un coût et là on a une réduction de moins 75%. Il me semble, et c'est là où tu vas peut-être me corriger, c'est que ta femme a une influence là-dessus, ou ton mari si tu joues une femme. Ton conjoint a une influence sur le coût de la conversion. Si tu rejoins la religion de ton conjoint, tu as un coût qui est diminué de 50%, il me semble. Et rajouter ce trait-là, ça rajoute moins 75%, ce qui permet une conversion plus rapide. Donc si vous prévoyez dans une partie de changer de religion pour une qui est déjà existante, ça veut dire vous convertir, il va falloir aller chercher Apostat. Et de plus, en plus, opinion de la foi différente, ça vous évite, ça vous rajoute un plus 15 pour les fois autour, quoi. Oui, on sent que ça te passionne ce sujet-là. La religion, ça me passionne dans le jeu. Je trouve ça hyper bien fait. Se convertir à d'autres religions quand on n'a pas des bonus, ça peut être très compliqué. Le coût de base peut être sur les plusieurs milliers de piétés. 4 ou 5 000. Moi j'ai une conversion sous les yeux qui est à 6000 de base, mais elle descend à 250 avec les bonus que j'ai et je n'ai même pas ce trait là. Donc voilà, comme tu l'as dit, avoir la foi qui est proche de chez vous, avoir certains sites religieux, certains grands bâtiments historiques qui vous donnent des petits bonus, votre érudition, des choses comme ça peuvent réduire les coûts, mais avoir ce trait va vous aider. Moi, j'avoue que d'une manière générale, je pense qu'il est à conseiller de toute manière parce que ce plus 15 d'opinion, vous l'avez avec vos vassaux, hein, je me focus là-dessus, mais je pense que c'est très important. Vos vassaux qui n'ont pas la même foi que vous, ils peuvent avoir un malus d'opinion envers vous, et ça, par contre, ça ne l'enlèvera pas, au contraire d'ouvert d'esprit. Par contre, s'ils ont une foi hostile envers vous, ils ont un moins 15, et ben Apostat va vous redonner un plus 15, donc vous allez nullifier la pénalité que vous aviez avec eux. Bien entendu. Et si tu rajoutes juste que tu vas faire une conversion de foi pour une foi étrangère, possiblement, selon ton opinion avec tes vassaux, tous tes vassaux ne pourraient ne pas se convertir. Et ce plus 15 là, il devient un avantage double. Il rejoint un peu ce que tu disais. Donc voilà, Apostat, si vous voulez changer de religion pour une religion qui existe déjà, on vous le conseille fortement. Méthodique, progression de la fascination culturelle, plus 35%. Là, c'est plus ton rayon, la culture. C'est la technologie, la culture. En gros, ce que ça change, c'est combien d'érudition il vous faut. Tu pourras montrer le petit menu pour être à 100%, en tout cas combien votre fascination, votre chef culturel augmente la technologie de votre culture. Donc il vous faut à peu près 23-24 d'érudition pour être à 100% de chance de gagner un petit peu de technologie chaque mois. Et bien avec ce point là, ce que ça change, c'est qu'il vous faut moins de érudition, il vous faut être à 19-20 en gros, donc moins de sacrifices à faire pour aller chercher beaucoup d'érudition. Voilà. Donc, en gros, si vous êtes le chef culturel de votre culture, eh bien, c'est très intéressant. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Voilà. On le sait, on l'a déjà dit. Hein. De toute façon, si vous gérez votre partie comme il faut en suivant nos conseils déjà dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, mais aussi dans les vidéos tuto d'avant, vous allez rapidement devenir le chef culturel et aussi le chef dynastique. C'est le but de toute façon d'être un peu le patron. On joue pas pour être le pousseux du coin. Culture planifiée, efficacité de la tâche visant à augmenter le développement comptable, plus 20%. Là, encore une fois, c'est vraiment ton cheval de Troie. Donc ça, c'est la tâche du personnage que je mets maintenant à l'écran.
Intendant, oui, tout à fait. On en a parlé dans la vidéo intendance. Pour moi, c'est la tâche que doit faire remplir votre intendant en permanence. Augmenter le développement, c'est de la technologie, c'est des levées, c'est de l'argent dans votre domaine, dans votre capital. Généralement, vous allez avoir envie de développer votre capital d'abord pour qu'elle rayonne de technologie, de développement autour. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, presque à aller chercher avant pédagogie. On a dit pédagogie c'est fort, mais moi les deux premiers points que je mets dans cet arbre-là, ce sont méthodique et culture planifiée pour être très vite sûr de la progression de technologie, parce tu l'as déjà expliqué dans d'autres vidéos, la technologie c'est quand même le nerf de la guerre, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus d'hommes d'armes, plus d'armes de siège souvent, ça va être une grande avancée que d'avoir les premières armes de siège, on le sait. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très fort, et milieu scientifique s'inscrit là-dedans. Érudition par niveau de dévotion, c'est extrêmement fort. C'est en gros combien la piété augmente votre niveau de dévotion, vous le savez. Au début c'est 500, 1000, 2000, etc. Jusqu'à atteindre le dernier niveau qui est icône religieuse. Et bien par niveau de dévotion, vous allez avoir 2 d'érudition, jusqu'à donc 10 d'érudition quand vous l'avez C'est terminé. énorme. C'est très fort. Et On l'a. excuse-moi, ça se cumule parfaitement bien avec intérêt théologique, qui a une augmentation de la piété, mais aussi, en fait, plus vous montez de niveau, plus vous récupérez d'érudition, et du coup, plus vite on va au stade d'après. Et de toute façon, globalement, vous allez avoir une série de petites, comme dans les autres traits, hein, généralement, surtout pour l'intendance et la martialité, d'événements qui va vous aider à monter petit à petit votre érudition. Pour être honnête, pour avoir fréquenté quand même beaucoup d'arbres sur nos centaines d'heures de jeu, j'ai l'impression que l'arbre érudition vous donne le plus de chances de gagner des atouts gratuits assez régulièrement. Hein, c'est un niveau entier que vous pouvez gagner d'un coup sur un événement. Exactement. Si vous le gérez bien. Souvent dans les autres arbres, ça va être quelques centaines de points sur 1000, mais là vous avez vraiment des événements qui vous donnent des points entiers. Et donc vous allez remplir généralement beaucoup plus vite l'arbre érudition que vous ne pourriez le faire sur d'autres arbres. En tout cas, c'est mon ressenti, je pense que c'est le tien également. Après, on arrive à apprendre sur le tas, qui est pour moi l'un des atouts les plus forts à l'heure actuelle du jeu. 20% des principales aptitudes des conseillers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les stats de vos conseillers. Genre, le conseiller diplomatie, le chancelier, il a 20 de diplomatie, eh bien, il vous donne 20% de ça, c'est-à-dire 4 points de diplomatie gratuits. Voilà ce que ça veut dire. C'est énorme. C'est ça pour tous vos conseillers. Donc, passer un certain point, c'est quand même assez simple d'avoir des conseillers qui ont des très bonnes stats, parce que vous pouvez aller recruter un peu partout. Voilà, vous avez des vassaux qui sont qualifiés, vous avez de plus en plus de vassaux. Là, on a vraiment une machine à points gratuits. Et puis ça se cumule parfaitement bien avec pédagogie. Pas au début, mais quand vous allez éduquer un de vos enfants, le rendre ami avec vous, et puis en plus de ça, il vous donne 20% de son trait, mais c'est génial. C'est génial. Tout à fait. Ouais. Faille juridique. Faille juridique, c'est une des manières les plus simples d'obtenir des revendications sur... Alors le problème, c'est que ça ne peut pas être utilisé sur un royaume quand vous êtes déjà roi, mais sur un duché, n'importe quel duché du jeu, ou un empire, mais là ça coûte 2000 de piété, donc c'est déjà un coût assez important. Voilà, vous voulez vous étendre rapidement, vous avez la possibilité de créer une revendication de toute pièce sans passer éventuellement pour certaines religions par, on le sait pour les chrétiens, vous pouvez demander au pape de vous créer une revendication, mais il faut s'entendre correctement avec le pape, il faut avoir les bons traits, etc. Là c'est en fait votre érudition à vous, votre piété à vous, qui vous permet de créer la revendication de toute pièce, disons-le, et en dépensant votre piété, de dire voilà, ça m'appartient, maintenant je pars en guerre et je vais récupérer ce titre. Voilà. Faible en tribal, donc encore une fois. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bah, tribal, on va pas avoir envie d'être érudit souvent, donc de toute manière, c'est pas forcément quelque chose qu'on va poursuivre. On cherche pas des amis, on cherche surtout des ennemis en tribal. Voilà. Érudit. Érudition plus 5, ça fait un petit boost. Complot hostile plus 10. C'est extrêmement bizarre ce trait d'érudit. Il se mélange avec tout en fait. Oui, il a des probabilités de réussite. Vous vous en souvenez de la vidéo sur l'intrigue. Probabilité de réussite, c'est la stat la plus forte pour tout ce qui est complot. Et là, vous avez 10 de probabilité sur les complots hostiles et 10 sur les complots personnels. Tous les types de complots,
Maintenant, 10. vous avez plus 10 de chances de réussite. C'est un des traits de fin d'arbre les plus forts, soyons honnêtes. Sur ces points-là, en tout cas. Croissance de développement en plus. Oui, Et alors oui. érudition en plus. Il y a tout dedans. Il y a beaucoup de choses. L'intérêt savoir sur la croissance et développement plus le trait érudit, ça va vous booster beaucoup votre développement dans votre capital, éventuellement avec votre chancelier pardon, votre intendant qui développe qui est sur la mission, pardonnez-moi, augmenter le développement comptable. Voilà, D'ailleurs, donc un très bon arbre, globalement. et il est même très très fort. Hein. Moi, le corps tout entier, j'ai du mal à le faire. Donc, je vais souvent sur érudit et théologie. On va en reparler après. Généralement, d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de dire, on a très souvent des personnages qui ont une très bonne intrigue et une très bonne érudition. Ça va souvent de pair, donc ça va permettre la complot de réussite avec des conseillers comme le maître espion qui nous donnerait 20% de ses traits, de montrer son intrigue, etc. Tout se marie assez bien pour une fois hein, dans un arbre. Théologien fidèle, opinion du clergé plus 10, ça donne un petit opinion du clergé et ça rajoute donc le chapelain, donc plus 10 oui voilà, pour un trait d'entrée d'arbre, opinion du clergé plus 10, c'est très très fort hein. C'est peut-être un des traits les plus forts. Alors oui, on en a vu d'autres dans l'arbre intendance notamment, mais opinion plus 10, très fort. Il n'y a rien de plus à en dire. Si tu l'as dit, c'est votre chapelain qui détermine si vous touchez les impôts de la cour, des domaines de l'église. C'est plein de choses. C'est l'opinion du pape. Exactement. Enfin, c'est les prêtres du pays ou même les vassaux religieux. Hein, on en a. Oui, tout à fait. Ouais. Parfaitement. Prosélytiste zélé, vitesse de progression de la tâche visant à convertir le comté. Alors là, c'est une série de pairs qui vont se marier ensemble en fait. Convertir le comté, comme tu l'as dit, c'est au niveau de l'histoire, on l'a souvent vu et dans le jeu, on l'a souvent aussi, le cas où tous nos comtés ne sont pas de la même religion. Et avec votre chapelain, au lieu de faire une revendication, vous pouvez parfaitement convertir un comté afin de réduire les risques de tout simplement de soulèvement. De soulèvement, oui, tout à fait. Moi, je le conseillerais clairement plus sur votre domaine. Parce que que la religion soit pas la bonne dans le reste de votre royaume, bah, vous gérez les vassaux. On l'a dit dans l'arbre du milieu. C'est pas l'arbre érudit, pardonnez-moi. Ça se gère. Par contre, votre domaine à vous, si c'est pas la bonne religion que pratique le petit peuple, eh bien, vous allez avoir des révoltes sur les bras et donc il va falloir convertir. Et pour ça, prosélytisme zélé et icône religieuse, ça va être très important parce que l'icône religieuse va vous permettre d'ignorer complètement les histoires de ferveur. Alors on va pas revenir sur la ferveur dans cette vidéo, c'est compliqué, mais en gros ça vous permet de vous battre contre une religion qui est plus forte que la vôtre, en tout cas plus imprégnée dans l'esprit des gens, et donc tout ça c'est conversion beaucoup plus rapide dans vos comtés. Si vous avez des infidèles dans votre domaine, alors orientez-vous par là. Exactement, et donc ces deux-là se cumulent parfaitement bien. Parce qu'on va y venir, aux prophètes, coup de la création et de la réforme de la foi. On va pas trop s'épancher là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé dans la vidéo de création d'une nouvelle religion. Il faut impérativement aller chercher parce que créer une religion, et plus vous allez faire de modifications sur cette religion que vous allez créer, et aussi plus elle va s'éloigner de la religion d'origine que vous avez, et plus ça va vous coûter cher. Là, vous prenez à moins 50%, c'est hyper fort. Pied mensuel par chevalier, plus vous avez de chevaliers, plus vous en avez. Excuse-moi. Je t'en prie, c'est rare en plus les bonus. Autant on l'a dit tout à l'heure, pour se convertir à une autre religion, il y a quelques bonus qui peuvent être trouvés. Autant créer une nouvelle religion de toute pièce, il faut prophète. À part si vous faites une hérésie qui s'éloigne de très peu de la religion d'origine, mais on va vous dire quel intérêt à ce moment-là. Exactement. Ce qui est marrant, c'est d'avoir une religion qui s'éloigne de très loin. Tu avais donné quelques exemples dans ta vidéo à l'époque. C'est vrai qu'on a envie de divaguer et d'avoir sa religion faite pour soi. Exactement, en fonction de ses façons de jouer. Voilà, on a un arbre qui est vraiment la partie gauche, théologien à la partie gauche, vraiment sur la religion. Après, sur la droite... Je finis là-dessus. Le prophète se cumule très bien avec icône religieuse et zélé, parce que ça vous permet de convertir ce que vous n'avez pas réussi à convertir avec vos vassaux. Et les peuples qui ont résisté aussi à ces conversions et qui ne sont pas convertis, vous pouvez les convertir. Moi, ce que j'aime particulièrement quand je crée une nouvelle religion, c'est convertir tout le monde à ma religion. Et quand je m'étends sur un autre comté, tout de suite, aller la convertir. Arbre de droite, justification cléricale, efficacité de la tâche visant à améliorer les relations religieuses de plus 20%. On l'a déjà expliqué dans les vidéos d'avant, ça augmente pas mal les relations religieuses, mais plus
plutôt que de faire ça, est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer en brut, c'est-à-dire améliorer avec la personne directement plutôt que améliorer les relations religieuses? Pas facile d'améliorer. Quand tu dis améliorer avec la personne. Ça veut dire que tu vises directement la personne, en fait, au lieu de viser Oui. le lieu. Je pense que la mission à améliorer les relations religieuses, qui est vraiment la mission de base de de chapelain de la cour patriarche, c'est aussi de créer de la piété par mois. Et c'est ce dont vous allez avoir besoin pour créer notamment une nouvelle religion, pour acheter des revendications avec failles juridiques, voilà, des choses comme ça. Donc, ça peut être une position sur laquelle votre chapelain de la cour peut être utile et va rester souvent quand même de grandes parties du temps, à part si vous êtes en train de convertir tout un empire, ce que personnellement je ne conseille pas. Derrière, vous avez Église et État, et là, justement, votre prêtre du pays, ce qu'on disait, le chapelain de la cour, etc., et ben là, plus 50, normalement, si vous avez bien fait les choses, avec votre érudition que vous avez dans ces arbres, etc., il devrait vous aimer plutôt bien. Ouais, et puis on a fidèle aussi pour le compléter. Bien sûr, on a fidèle, on a peut-être été chercher d'autres points ailleurs. On le sait, plus votre niveau de dévotion est élevé, en plus, plus le clergé vous aime. Enfin voilà, normalement, si vous arrivez à ce point-là de l'arbre, normalement, vous êtes à 100 d'opinion avec lui. Ouais. Ensuite, justement, le niveau de dévotion, j'en parlais, plus 100% d'impact, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand vous êtes au niveau de dévotion maximale, vous avez plus 30 d'opinion avec tout le clergé, et ben là, ça passe à plus 60, donc c'est extrêmement fort. C'est un point dont on n'avait pas vraiment parlé sur le niveau de gloire dans l'arbre diplomatie, mais c'est le copier-coller, vous doublez le bonus que vous avez à être très haut en niveau de dévotion, donc c'est extrêmement fort. Après, probablement moins fort que sur la gloire, parce que la dévotion, c'est vraiment dirigé vers le clergé, et donc moins de personnes qui sont touchées. Exactement. Mais catholique, on a envie que le pape nous aime beaucoup, d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons, notamment lui demander de l'argent, demander des revendications, etc. Demander un divorce avec votre femme. Je préfère mettre le coup de couteau, moi, personnellement. Ouais. Et donc, Igor, maintenant, tu vas présenter ta version de Défenseur de la foi que tu as sous les yeux et que je mettrai bien entendu à l'écran ici. Alors oui, c'est la version qu'a la plupart des religions. À l'heure actuelle, moi je constate que c'est la version des catholiques et des musulmans. Donc bon, une grande partie des joueurs que vous pouvez, enfin des personnages que vous pouvez jouer. Et pour le coup, elle est quand même beaucoup moins intéressante. On a un moins 25% de gain de tyrannie. C'est une stat qu'on a évoquée et qui... globalement, vous n'avez pas forcément envie de monter beaucoup la tyrannie parce que ça donne des gros malus. La tyrannie, c'est un malus d'opinion avec tous les gens dans votre empire ou royaume. Et opinion pour la même foi, ça c'est assez fort. C'est tous les gens qui ont la même foi que vous gagnent un plus 5 d'opinion. Donc un trait intéressant pour une fin d'arbre qui est tout de même assez loin. Derrière, on a théologien qui nous donne érudition plus 3 et piété mensuelle plus 20%. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt très fort si justement on a cherché à avoir une religion qu'on veut réformer, qui est un peu le point de cet arbre, on le disait tout à l'heure. Exactement. C'est encore une fois, hein, on l'a vu dans la vidéo sur l'intrigue, il y a des traits qui sont favorables à ces arbres-là. On a notamment le trait chaste, moi, qui me vient tout de suite en tête. Mais on parlait aussi de l'opinion pour la même religion. Quand vous allez faire un pèlerinage, que je vous encourage énormément à faire, vous pouvez choper ce qu'on appelle pèlerin, qui peut s'améliorer aussi en fonction du temps. Et c'est c'est un trait qui est très fort et qui se cumule très bien avec cet arbre. Je pense qu'on a fait le tour de l'érudition. Donc, pour résumer globalement le corps tout entier, ça reste un arbre, une partie de l'arbre qui est forte en début de game. Donc, à faire vraiment en début de game, vous ne le faites pas à 40-50 ans, hein. Si on peut le faire, c'est mon conseil. C'est vraiment, si vous voulez que votre personnage dure très longtemps, alors essayez de le faire plutôt en début de game, parce que vous allez perdre moins vite votre santé. Après, vous pouvez toujours essayer de vous rattraper en fin de partie, mais vous allez avoir moins de temps pour en tirer du bénéfice. Exactement. Voilà.
Théologien, c'est plus, on va le dire hein, ouvertement, changer de religion ou créer sa religion, quelque chose qu'on va faire plutôt une fois dans sa vie, ou même dans sa partie, hein, littéralement, on change. Mais il y a quand même l'angle de convertir des comtés. On pense notamment à la Reconquista en Espagne, des choses comme ça, où vous allez peut-être avoir besoin de convertir d'une autre religion sur un grand territoire pour pas avoir des révoltes en permanence, et donc voilà, sur des espaces de guerre de religion comme ça, on sait que le convertir, ça va être crucial. Selon les parties, donc assez situationnel. Et érudit, ça reste, on va dire, l'arbre de base de l'érudition, quoi, avec des bonus qui sont vraiment forts, hein, on l'a vu, surtout apprendre sur le tas. Voilà, on pourrait s'arrêter à apprendre sur le tas et avoir la quintessence de cet arbre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à érudit, même si on l'a dit, faille juridique érudit, c'est quand même des gros bonus. Exactement. Donc ça nous fait une série complète sur les modes de vie dans CK3. Je voulais te lâcher un grand merci, Igor, d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir donné tes conseils, de nous avoir expliqué comment tu fonctionnais dans tes parties, comment l'interprétation des traits, et comme on l'a expliqué, hein, les traits et les arbres, les phrases sont importantes, les mots sont importants, les tests sont importants. Merci à toi, Igor. Mais je vous en prie, merci à tous. Super. Donc maintenant vous avez tous les outils pour devenir le prêtre, ou plutôt dire l'érudit le plus puissant du monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ainsi que les autres. Vous retrouverez dans la description tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez bien sûr suivre mon Instagram ou rejoindre les dizaines de personnes sur Discord qui parlent du jeu. Et bien sûr il y a mon Twitch TV pour les let's play. Merci à tous et au revoir.